deuxième séminaire qui se tient sur ce sujet à Economics. Le premier a eu lieu, c'était en novembre 2022, et avait déjà été organisé à la demande de membres du laboratoire qui, pour des raisons diverses, avaient été sensibilisés à cette question, et il nous avait semblé essentiel de répondre à cette demande, de donner un lieu où discuter de ces sujets-là, et étaient venus donc des représentants de l'université et du CNRS qui avaient fait un état des lieux des procédures en place dans nos deux tutelles. Ce que nous ont proposé cette année Claire et Emmanuel, et vraiment avec Saïd, nous tenons à les remercier très très vivement pour cette initiative, c'est de renouveler l'expérience en lui donnant une dimension plus opérationnelle, de façon à outiller les collègues, les juniors, les seniors, pour être acteurs dans ce système. Alors le harcèlement sexuel et moral dans la recherche, eh bien, c'est un peu comme ce qui se passe dans le cinéma, hein. Aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais les gens parlent, commencent à en parler, et c'est la première étape nécessaire, mais évidemment pas suffisante, pour combattre ce fléau. Donc, avec Saïd et au nom d'Economics, nous avons pour mission, ça fait partie des critères d'évaluation des laboratoires, hein, de fournir une qualité de vie au travail à chacun et chacune des membres du laboratoire, quel que soit leur statut, quelle que soit leur durée de présence dans le laboratoire. Et c'est donc ce qu'on essaie de faire à travers un événement comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Donc Saïd, je te laisse compléter. Donc, merci, bienvenue à toutes et à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Nadine, c'est une question quand même qui nous est vraiment fondamentale et qui est particulièrement importante pour nous. Et nous sommes très sensibilisés à ça, et nous souhaiterions vraiment que les gens soient encore plus sensibilisés, que cette question qui va être dans la durée, c'est important, soit effectivement, qu'elle donne un sens à notre vivre ensemble dans la communauté de recherche. Mais également, j'aimerais quand même qu'on redise qu'on a mis en place aussi un système de référentes, donc junior et senior, pour que effectivement les gens puissent parler plus facilement. Bien entendu, la direction est à l'écoute de tout un chacun, mais si c'est pour faciliter, des référents juniors et seniors donc, sont également ici présents donc, au sein du laboratoire pour discuter de ces questions-là. Donc encore une fois, merci beaucoup à nos intervenants et intervenantes, et surtout à nos organisatrices aussi pour avoir fait vraiment le nécessaire pour que ce soit si bien organisé. Donc bienvenue à toutes et à tous, j'espère qu'on va tous profiter d'éclairages pratiques et institutionnels, un peu moins institutionnels cette année, mais quand même en termes juridiques, un point qui est quand même fondamental pour nous. Voilà, merci beaucoup et bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour comme l'ont dit Nadine et Saïd, cette deuxième édition de cette émission, bien sûr. Deuxième édition du séminaire qui porte sur le harcèlement moral et sexuel dans la recherche. Sujet qui touche la société et dont notre laboratoire et le milieu de la recherche en général n'est pas exempt de ces problématiques. Donc on est particulièrement heureuse avec Claire Mollier, qui est doctorante ici à Economics comme moi, d'avoir pu organiser ce séminaire. Et on remercie bien sûr la direction, Nadine, Saïd et Catherine pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée pour l'organisation de ce séminaire. Comme ça a été évoqué, et comme certains d'entre vous le savent puisqu'ils étaient présents l'année dernière, c'est la deuxième édition de ce séminaire. Une des raisons qui a fait qu'on a voulu et qu'on a pensé que c'était important de refaire ce séminaire cette année, c'est d'une part parce que beaucoup d'entre vous avaient l'air très intéressés par ces problématiques. Ça s'est ressenti au niveau des débats qu'il y a eu pendant le séminaire, et puis de conversations un peu plus informelles en dehors du séminaire.
Et la deuxième raison pour laquelle ça nous a paru important de le faire, c'est que, comme chaque année, le laboratoire a accueilli de nouveaux arrivants, que ce soit juniors ou seniors, et ça nous paraît assez important, si on veut tous pouvoir évoluer effectivement dans un cadre sain, comme ça a été évoqué, qu'on puisse avoir accès à des informations primordiales, et avoir accès à un espace d'échange où on peut pouvoir échanger par rapport à ça. Donc deuxième édition du séminaire, qui va commencer par une présentation de Michèle Leduc, qui est directrice de recherche au CNRS, qui va vous présenter du coup les résultats d'une enquête qui a été faite au sein des laboratoires par le CNRS, des laboratoires de recherche, et qui va du coup donner des éléments de cadrage particuliers à notre milieu, qui est un petit peu atypique, comme on sait, parce que les liens hiérarchiques peuvent parfois être un petit peu flous, en particulier quand moi, par exemple, qui commençais vraiment dans le milieu académique, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc, hiérarchie qui peut être parfois floue, néanmoins avec des jeux de pouvoir qui sont palpables, dont on se rend compte des relations de pouvoir. Une qui peut être facilement évoquée, c'est celle qui a notamment entre un encadré et un encadrant. Quand on est encadré et qu'on commence en tant que doctorant dans la recherche, c'est généralement notre première expérience professionnelle. On ne sait peut-être pas forcément comment ça va se passer, comment ça devrait se passer. On peut être un petit peu plus vulnérable et c'est important justement d'avoir conscience de ces problématiques. Donc on est vraiment ravis qu'il y ait beaucoup de juniors aujourd'hui, mais on est très content aussi qu'il y ait des seniors parce qu'on sait que ces relations et ces jeux de pouvoir ne s'arrêtent pas magiquement après l'obtention de la thèse. Donc chacun et chacune peut être justement confronté à ces notions de harcèlement. Donc on est vraiment ravis que vous soyez là aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Emma l'a dit, on va commencer du coup le séminaire par une partie contextualisation par Michèle Leduc et on poursuivra ensuite par une partie plutôt descriptive de ce qu'est le harcèlement moral et sexuel, plutôt dans un cadre juridique. Donc pour cela, on a la chance d'avoir deux avocats, donc Margot Bandelac et Violaine de Philippi-Sabat. On pense qu'il est très important de définir ce qu'est le harcèlement parce que c'est une notion qui peut être assez floue. Ça se voit très bien quand vous faites une recherche Google. Quand vous tapez harcèlement, vous voyez que les premiers résultats sont qu'est-ce que le harcèlement, où commence le harcèlement. Donc des fois, c'est pas évident de savoir vraiment ce qui se rapporte à cette notion. Donc on a vraiment voulu avoir une partie descriptive avec deux avocates qui pourront nous éclairer un peu plus précisément sur cette notion. On pense aussi qu'il est important de donner une bonne définition, une définition plus claire de ce qu'est le harcèlement, puisqu'on peut tous avoir dans notre milieu professionnel, voire même personnel, des comportements ou des propos qui peuvent être déplacés. Et donc on pense que ce lieu d'échange, là, ce séminaire, pourrait être un moyen pour tous et pour toutes de se remettre en question, de réfléchir, de prendre du recul sur parfois des actions qui peuvent potentiellement mettre mal à l'aise. Donc la partie descriptive, c'est un peu plus pour se rendre compte en tant que peut-être victime, témoin ou même acteur de comportements qui sont déplacés. Donc on va avoir la partie contextualisation, ensuite on va avoir une partie du coup descriptive avec les deux avocates et on finira par les moyens d'action, les leviers qui sont présents au sein de l'université. Donc là ça va être Nicolas Bourbon qui est chargé de la mission égalité femmes-hommes à Nanterre qui vous présentera les outils de la mission, donc à savoir il me semble l'accompagnement en termes de procédure. Mais la mission ne se limite pas qu'à ça puisqu'elle fait également des ateliers de sensibilisation. Donc on est très content aussi que Nicolas Bourbon soit ici pour finalement parler des actions de la mission. Donc on va avoir, je le répète encore, mais du coup une partie contextualisation qui va durer une quinzaine de minutes. Puis on va avoir pour chaque avocate 30 minutes, sachant qu'on a voulu avec Emmanuel bien séparer harcèlement moral et harcèlement sexuel, avoir un temps de parole pour chaque type d'harcèlement. Même si on est consciente que ces deux formes peuvent se retrouver parfois dans des situations similaires, on a vraiment voulu créer un cadre d'échange spécifique au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Et ensuite, on finira du coup par 15 minutes de présentation par Nicolas Bourbon, donc des actions de la mission Égalité Femmes-Hommes.
Sachant que vous êtes libre de poser toutes les questions, bien évidemment, on vous incite même à les poser. On vous demandera juste, s'il ne reste plus de temps après chaque présentation, de garder vos questions pour la fin, puisque après toutes les présentations, on aura 30 minutes d'échange avec le public. Donc voilà. Petite précision aussi, le séminaire est filmé, mais on a incliné la caméra pour que vous ne soyez pas filmés et pour que seulement les intervenantes et intervenants soient filmés. On coupera aussi la caméra pendant les questions, donc sentez-vous vraiment libre de poser toutes les questions que vous le souhaitez. Aussi, Saïd a évoqué le fait qu'on avait des référentes harcèlement au sein d'Economics. Donc juste pour information, la référente senior est Dominique Meurs et la référente junior c'est moi-même. On n'a pas vraiment, enfin moi pour ma part en tout cas, je n'ai aucune légitimité juridique. Je ne peux pas du tout vous éclairer nécessairement sur les procédures à suivre et j'ai pas eu d'atelier de sensibilisation à cela. Je peux juste être une oreille qui vous écoute et du coup juste pour information, mon bureau c'est au bâtiment G, le bureau 602. Donc vraiment si vous voulez parler de choses qui vous mettent peut-être mal à l'aise ou des choses où vous ne savez pas trop si ça relève d'un cadre juridique. Enfin, bref, je serai à l'écoute en tout cas. Et voilà. Et oui, aussi, du coup, c'est la 2e édition, comme l'a répété Emma. On serait heureuse d'avoir vos retours, bien évidemment, sur ce séminaire, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, s'il y a des choses qu'on a mal faites, peut-être. Je crois que vous aurez un questionnaire de satisfaction qui tournera dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, encore une fois, merci beaucoup aux intervenantes et intervenants qui vont venir vous présenter aujourd'hui. Et du coup, on va commencer par Michel Leduc. Donc, moi, je ne suis pas vraiment... Qu'est-ce que c'est que je dois voter? Oui. Une spécialiste de la question au sens professionnel. Hein. Je suis chercheuse au laboratoire Kastler-Bruxelles à l'école normale, émérite, et donc j'ai été sensibilisée à tous ces sujets-là parce que j'ai été membre du comité d'éthique du CNRS. Je ne sais pas si vous avez vu le comité d'éthique, il est venu vous voir ou pas? Non? Bon, bref, c'est un petit think tank de 12 personnes où il y a l'égalité homme-femme qui représente un peu toutes les disciplines et qui essayent de s'autosaisir de sujets. Alors, j'ai été présidente depuis 2012 et en 2017, c'est-à-dire avant les MeToo et tous ces foisonnements de raisonnement sur l'égalité, sur les harcèlements, j'avais eu l'idée de faire réfléchir notre comité d'éthique sur le harcèlement sexuel. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à imposer qu'on réfléchisse à ce sujet parce que les femmes ne voulaient pas qu'on en parle du comité, hein, parce qu'elles étaient un peu honteuses, il y avait une espèce de retrait, et les hommes avaient peur qu'on arrive à des recommandations qui nous mettraient dans la situation où on est aux États-Unis, vous savez, où on ne peut pas prendre l'ascenseur, un professeur avec une étudiante, il faut avoir les portes ouvertes, on n'a pas le droit de prendre un café... voilà, donc des situations un peu bloquées comme ça en France. Donc j'ai eu beaucoup de mal à l'imposer et on l'a fait quand même parce qu'il y a un homme du comité d'éthique, du COMETS, qui s'appelle COMETS, qui a dit moi je veux bien après tout participer à cette réflexion. Donc on a fait cette réflexion, on a fait un avis que vous pouvez trouver, vous aurez la référence là, que vous pouvez trouver sur Internet. Et à ma grande... Alors on a beaucoup consulté parce qu'on n'a pas fait une enquête, parce que le CNRS ne donnait aucune information. Hein. On n'a pas pu tirer de l'organisation CNRS combien il y a de harcèlement, est-ce qu'il y a combien il y en a par an, combien il y a de sanctions, il n'y avait absolument rien de disponible.
Donc on a consulté, tout à fait en dehors du CNRS, on a consulté des associations comme Clash, CLASH, qui donnent des informations juridiques pour les harceler. On a consulté des femmes et sciences, on a consulté des associations, on a consulté, voilà. Et donc, à ma grande surprise, cet avis modeste du comité d'éthique, ça a été celui qui a été le plus consulté pendant toute ma mandature de présidente. Pourtant, on avait parlé liberté, responsabilité des chercheurs, comment lutter contre les fake news, enfin tout ce qu'on peut réfléchir dans les questions d'éthique, et donc celui-là a été quand même très, très regardé. Voilà, donc je vais vous parler, et en fait maintenant, vous m'avez invité je pense à cause de ça, mais j'ai cru que vous m'aviez invité à cause de l'article que j'ai fait dans Le Monde tout récemment, et qui est en fait, malheureusement, j'ai fait publier cet article et maintenant je suis toujours consultée là-dessus, et je ne suis pas forcément capable de réfléchir à fond sur ce qu'il faudrait faire, bien sûr. Donc c'est une tribune qui est parue l'année dernière et que j'ai écrite avec une avocate américaine, Zoé Amat. Nous étions, jusqu'à il y a très peu de temps, encore toutes les deux membres du COFI, c'est le Comité français pour l'intégrité scientifique. Là, on a été nommés là-dedans parce que bon, le comité d'éthique du CNRS était beaucoup préoccupé de l'intégrité scientifique. Vous savez, vous avez sûrement eu déjà des réunions sur l'intégrité scientifique, vous devez avoir un référent, intégrité scientifique, etc. Maintenant, ce sont des sujets dont on parle quand même relativement souvent. Donc je suis dans ce comité avec cette Zoé Amat, et on s'est rendu compte qu'en fait on avait souvent comme on était visible sur Internet, on avait souvent des messages de personnes qui nous disaient « oui, vous êtes dans l'intégrité, mais malgré tout, le harcèlement, nous, on est harcelés, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas si on peut en parler, etc. etc. » Et donc, et là, on me parlait de harcèlement moral, parce que le harcèlement sexuel est quand même relativement bien regardé dans les universités avec les cellules pour les violences sexuelles, sexistes, etc. Ça existe quand même depuis plusieurs années. Donc, on s'est un peu mobilisé avec cet article, en faisant cette tribune dans Le Monde. Et donc on s'est rendu compte, donc je vais vous parler peut-être plutôt un peu de harcèlement moral, puisque je pense que les intervenantes suivantes vont bien vous parler du harcèlement sexuel. Mais en fait, les problèmes sont un peu les mêmes pour les deux types de harcèlement. Et puis j'ai été aussi motivée par des articles dans Nature qu'on voyait très régulièrement, qui parlaient du harcèlement moral. En donnant des exemples, ça avait l'air de devenir un vrai problème pour les universités américaines. Et je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de harcèlement, que le mot en anglais, en France on n'en a qu'un, mais en anglais il y en a deux. Il y a le harassment et puis il y a le bullying. Je pense que c'est pas du tout, enfin, c'est pas la même chose, mais harassment ça veut dire, bon, c'est quelqu'un qui vous presse, votre directeur d'études, votre directeur de recherche vous presse pour que vous ayez plus vite les résultats, etc. Donc il bouscule votre travail, il vous fait travailler les week-ends, la nuit, il vous donne pas de vacances, etc. Il vous fait des menaces, si tu finis pas, je te donnerai pas tu feras pas ta thèse, etc., etc. Bon, voilà. Et puis il y a aussi le bullying, et ça, Nature insistait beaucoup, c'est la façon dont un responsable de projet est susceptible, un chef d'équipe, ou même un directeur de labo, est susceptible de mettre au placard un collaborateur, de l'humilier, de ne pas lui donner les projets les plus intéressants, de le décourager, ça peut aller jusqu'à le mettre en dépression nerveuse. Donc ces deux types de harassement m'ont pas mal intéressé, et donc dans mon propre labo, enfin dans des labos
proches du mien, qui sont quand même des labos de très haut niveau, où a priori on n'a pas, labo de physique, on a eu des prix Nobel, etc. On n'a pas tellement de problèmes de bullying, mais on a des problèmes de harassment, c'est-à-dire il faut aller toujours plus vite, plus haut, être les meilleurs encore meilleurs, etc. Donc il y a des pressions sur les jeunes qui sont très fortes. Alors, voilà, donc je ne reviens pas tellement là-dessus parce que je pense que vous êtes bien au courant. Il y a quand même des pressions sur les personnels dans la recherche pour satisfaire les critères d'évaluation, la carrière, le recrutement, les financements, etc. etc. Et vous savez que maintenant, le CNRS et les universités ont signé la déclaration de San Francisco qui s'appelle DORA pour l'évaluation de la recherche, qui dit que bon, il ne faut pas se fixer seulement sur les revues qui ont des grands facteurs d'impact. Enfin, bon, vous êtes au courant, je pose de ces questions qui concernent les publications. Bref, je ne vais pas insister là-dessus, mais malgré tout, la pression, c'est aussi pour avoir des très bonnes publications dans des journaux prestigieux, mais c'est aussi souvent pour le prestige, pour le scoop, et dans certains cas même, c'est pour quand il y a des applications pour un profit financier. Voilà. Donc, il y a eu aussi, alors là je saute sur le harcèlement sexuel, vous avez vu qu'il y a eu une enquête, peut-être que nos avocates en parleront, qui a été publiée dans les Échos en 2023. Il y a eu un sondage. Là, pour le coup, il y a quelques chiffres, parce que je n'avais pas d'autres chiffres avant pour le harcèlement moral, mais c'est un sondage sur les disciplines de la science, de la technologie, des mathématiques, dans 50 institutions publiques et privées, voilà, qui montrait que 4 scientifiques femmes sur 10 sont confrontés à une situation de harcèlement sexuel. Je pense que vous l'avez vu, cette enquête, peut-être, on vous en a parlé. J'ai été personnellement victime de harcèlement sexuel, verbal ou physique. Vous voyez, il y a quand même une forte proportion. 60% disent jamais, mais il y en avait quand même 40% qui disent au moins une fois dans ma carrière. Une autre enquête, c'était j'ai été témoin d'un harcèlement sexuel, verbal ou physique, voilà, 43%, voilà. Donc c'était les deux, harcèlement moral et harcèlement sexuel, ont commencé à émerger quand même dans l'espace public. Alors, juste un petit mot, je voudrais dire que quand même, le problème, c'est la difficulté du signalement. Alors, vous devez le savoir à l'université, parce que les victimes hésitent à faire un signalement. Elles ont peur d'un retour de bâton, elles ont peur de manquer de preuves, parce que c'est évident que souvent c'est parole contre parole, et puis surtout pour le harcèlement moral, ils se sentent isolés, ne connaissent pas bien ce qui peut leur arriver et quelles sont les possibilités de recours. Et dans les institutions, alors ça peut-être qu'on en parlera, elles sont pour le harcèlement maintenant, c'est assez courant pour les violences sexuelles et sexistes, mais pour le harcèlement moral, par exemple, moi je me rends compte qu'à l'université Paris-Cité, où je suis dans les instances là qui réfléchissent à ce qu'il faut faire là-dessus, ça fonctionne très mal. Il y a des cellules d'écoute pour l'égalité ou pour le bien-être à l'université, mais qui engrangent tout ce qui ne va pas, du genre les paroles qui ne sont pas conformes, etc., la discrimination, l'antisémitisme, j'en passe. Donc, et le harcèlement vient en fin de liste, et effectivement, je pense qu'une étudiante qui est harcelée moralement n'aura peut-être pas l'idée d'aller voir cette cellule. Voilà. Et puis c'est difficile à repérer, souvent même sur Internet, à qui il faut s'adresser. Bon, moi je vais arrêter là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais
vous dire que après cet article dans Le Monde, j'ai été invitée en particulier par les physiciens, puisque je suis physicienne, et on a fait au grand colloque de la Société française de physique pour ses 150 ans, au mois de juillet dernier, on a eu l'idée de m'inviter à un petit atelier pique-nique le midi en marge du colloque avec 50 participants, pas plus, pour parler de harcèlement. Vous n'imaginez pas, le public du colloque voulait forcer la porte. Tout le monde voulait venir témoigner mais moi je suis harcelée, moi j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Il y avait des hommes, il n'y avait pas que des femmes, il n'y avait pas que des jeunes, il n'y avait pas que des personnes seniors, il y avait aussi des jeunes. Et bref, je me suis sentie vraiment presque chahutée parce que je faisais une présentation trop tiède. On me dit, mais vous ne vous rendez pas compte ce qui m'est arrivé, etc. Chacun voulait raconter son cas. C'était absolument effrayant. Et à la fin, quand j'ai fait un petit compte-rendu, les personnes qui étaient présentes m'ont aidé à écrire des conclusions. Alors, je peux vous dire ce qu'ils m'ont proposé de dire, il et elle. Il faut, alors je vais vous lire, parce que ça va très vite, hein, puis après j'arrêterai. Il faut informer tous les personnels dans le milieu de la recherche que les faits de harcèlement sont passibles de sanctions pénales. Beaucoup de chercheurs ne savent pas ça. Il faut sensibiliser tous les personnels afin que les personnes témoins de harcèlement dans leur environnement, ça c'est pour tous les harcèlements, hein, se sentent concernés, prennent systématiquement la responsabilité de le dénoncer. Il faut rappeler aux institutions qui sont contraintes de traiter dans l'urgence les cas de harcèlement, ne pas oublier le suivi de telles affaires. Souvent, on éloigne la victime, on lui assure des conditions de travail, mais il faut que ces conditions lui permettent de poursuivre son projet de recherche, ce qui est particulièrement crucial pour les thèses, parce que sinon ça peut détruire la carrière. Et puis une fois que l'urgence est passée, que les personnes sont séparées, il faut que l'institution, c'est-à-dire l'université, procède à une enquête interne complète, sereine, où la personne accusée aussi a la possibilité de se défendre, parce que c'est pas toujours très clair. Et puis, si la culpabilité est avérée, les pousser à prendre des mesures de poursuite, hein, parce qu'en général, il n'y en a pas souvent. Alors, aussi, ce qui n'était pas évident, ils ont dit, il faut rendre public les rapports d'expertise sur les cas de harcèlement et les diffuser largement. Il faut soutenir, encourager les personnes harcelées à porter plainte au pénal, plutôt que toujours compter uniquement sur leur institution, qui dans bien des cas pratique l'omerta. Voilà, c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais. Moi, je pensais que c'était difficile pour des jeunes d'aller porter plainte, mais bon, voilà, elles ont dit ça. Il faut rendre obligatoire la participation, des bonnes formations, etc. Bon, voilà, j'ai fini. Donc, c'est ce que vous faites, je suppose. Voilà, ben, écoutez, merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est chouette qu'il y ait aussi des hommes dans la salle, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je rappelle souvent, l'égalité, c'est un travail commun. Et on caricature trop souvent ce combat comme étant uniquement quelque chose qui serait réservé aux femmes. Or, voilà, le projet n'étant pas de construire une humanité divisée en deux, évidemment qu'on est toutes et tous concernés. Comme ça a été rappelé par Emmanuel, le découpage a été fait sur harcèlement moral d'un côté et harcèlement sexuel de l'autre. Et je trouve ça bien, parce qu'en réalité, on a souvent tendance à minimiser les violences psychologiques. Or, le harcèlement moral, c'est quoi ? C'est des violences psychologiques et ce n'est pas grave. Donc, non seulement ce n'est pas grave, mais en plus, la loi s'y intéresse et ça peut être pénal. Donc, ça me semblait effectivement important de rappeler aujourd'hui que il n'y a pas que les violences sexuelles ou physiques, d'ailleurs, les coups, mais il y a aussi des violences psychologiques qui peuvent être aussi très violentes, qui peuvent amener à des dépressions, qui peuvent amener, dans le cadre de recherche, à un arrêt de son doctorat. Qui peuvent amener à des démissions quand on est plus avancé dans sa carrière. Alors il y a eu quelques exemples qui ont déjà été donnés un peu auparavant sur c'est quoi le harcèlement moral concrètement.
Après, je passerai plus au volet juridique, mais de manière générale, ça peut être différentes choses en fait dans les faits, dans la vie de chercheur ou de chercheuse. Ça peut être dénigrer et surcharger le travail de quelqu'un de manière régulière. Et ça peut être donc cette surcharge qui va finalement caractériser une dégradation des conditions de santé et un harcèlement moral. Il n'y a pas que la surcharge. À surcharge d'un côté, on peut aussi opposer de l'autre la mise au placard. Et donc du coup, finalement, le fait d'isoler un individu ou une individu et de le dénigrer, ça peut aussi être constitutif de harcèlement moral. Parce que souvent on pense au burn-out, mais on ne pense pas trop au bore-out. Qui est peut-être effectivement moins courant dans le milieu dans le milieu de la recherche parce que voilà, il y a tellement de choses à faire que vous êtes sous pression, mais un supérieur ou une supérieure qui va vouloir, qui va être dans une démarche de harcèlement peut tout à fait aussi pratiquer des violences psychologiques en fait ne donnant plus de travail ou en tout cas en ne mettant plus en avant son doctorant ou sa son. D'ailleurs c'est assez finalement symptomatique du lien de possession qu'il peut y avoir entre parfois un directeur de thèse et puis une ou un doctorant. Donc voilà, le fait d'écarter quelqu'un, ça peut aussi être constitutif du harcèlement moral. C'est pas que le fait de surcharger de travail. Ça peut être aussi dans les deux cas, ça peut être ça peut être coloré par des critiques ou des humiliations qui peuvent être publiques ou privées. Hein. Le harcèlement, c'est pas que des humiliations publiques. Voilà. Alors après, faut aussi savoir que dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas en fait d'obligation pour être habilité à diriger des recherches, donc à être HDR, ce qui intervient avant l'agrégation mais après le doctorat. Quelqu'un qui est HDR, donc, qui peut diriger une thèse, il n'est pas nécessairement formé à l'accompagnement, il n'est pas formé à l'encadrement, il n'est pas forcément formé à la prévention des violences sexistes et sexuelles ni aux risques psychosociaux. Donc déjà ça peut être aussi un point qui explique que les agissements dont on a parlé juste avant peuvent se présenter, qui se présenteraient peut-être moins si c'était conscientisé qu'il y avait une formation. Et c'est peut-être un des points sur lesquels on pourrait espérer que ça devienne obligatoire, c'est-à-dire une formation pour être HDR, habilité à diriger des recherches, qu'on mette en place, je sais pas, un décret, je pense que c'est par voie de décret, pas par voie de loi, plutôt un décret, enfin en tout cas que nos dirigeants s'intéressent à rendre ça obligatoire dans toutes les universités. De la même manière d'ailleurs, hein, je fais un petit parallèle, que dans les universités, les professeurs n'ont pas de formation d'accompagnement à l'éducation spécifique, et les chargés de TD encore moins. Hein. Je me souviens quand j'étais chargée de travaux dirigés pendant des années, là ça fait quelques temps que je le fais plus, que j'ai plus le temps malheureusement, j'espère pouvoir le faire bientôt. Reprendre, mais voilà, vous êtes balancé dans une classe et puis vous n'avez pas de formation ni au VSS, violences sexistes et sexuelles, ni à l'accompagnement des étudiants qui sont quand même encore assez jeunes en première année. Donc on voit qu'il y a deux problématiques. Il n'y a pas de formation à l'encadrement dans le cadre de la direction de recherche, mais il n'y a pas non plus de formation avant sur ce que c'est que l'enseignement, l'éducation, parce que finalement, être enseignant, ce n'est pas juste être un intellectuel, c'est aussi savoir transmettre. Et ça, il n'y a pas de formation obligatoire là-dessus. Les deux étapes, on va dire, du dépôt de plainte en matière pénale, avec donc, si je reprends un peu schématiquement, soit vous allez en commissariat en gendarmerie et vous déposez plainte sur place, soit vous envoyez un courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire pas recommandé, et dans les deux cas, après un délai de 3 mois en matière délictuelle, donc de harcèlement moral, vous pouvez tout à fait écrire cette fois-ci au doyen des juges d'instruction, toujours à la même adresse au tribunal judiciaire, et toujours en recommandé pour vous constituer partie civile. Désolée, c'était pour le côté procédural, j'espère que j'ai pas endormi tout le monde. Mais néanmoins, c'est très pratico-pratique, mais il faut le savoir parce que parfois, en fait, on sait juste littéralement pas comment déposer plainte. Et ça, pareil, vous pouvez être assisté d'une ou d'un avocat. Alors, il faut savoir que pour le dépôt de plainte, malheureusement, c'est pas pris en charge par l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que théoriquement, quand on est jeune chercheur ou jeune chercheuse, en tout cas quand on est doctorant contractuel, les revenus, je connais pas exactement le montant des revenus en première année de doctorat. Il faut voir en fait qu'il y a une grille et vous pouvez avoir droit à l'assistance d'un avocat ou d'une avocate gratuitement pour certains actes. Mais en fait, cette grille ne marche pas pour le dépôt de plainte, ce qui est un non-sens. Parce que du coup, si vous n'avez pas l'argent pour bénéficier de l'assistance d'un avocat après, bah, vous ne l'avez pas plus au début, quoi.
Donc ça aussi, c'est une des choses qu'il faudrait qui change, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'aide juridictionnelle s'enclenche dès le dépôt de plainte. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas droit à ça, c'est sûr que du coup, ça peut représenter un coût. Donc il ne faut pas hésiter à aller auprès des associations, parce qu'il y a des avocats et des avocates bénévoles, il y a des permanences qui se tiennent. D'ailleurs, personnellement, j'en tiens une le mercredi. Elle est gratuite et elle est en visio aussi, donc c'est pour répondre à toutes les questions sur les violences, faites aux femmes principalement, mais aussi aux enfants. Et ça arrive aussi qu'on accueille des hommes victimes de violences. Voilà. Et donc ça, c'est des dispositifs mis en place par la société civile pour pallier finalement la carence de l'État qui ne propose pas d'avocats gratuits, enfin en tout cas gratuits, c'est-à-dire que l'État devrait payer les avocats à la place des victimes pour les accompagner pour déposer plainte. Bon, tout ça c'est très théorique bien sûr, et c'est l'action judiciaire et les qualifications. Mais après il y a aussi la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que littéralement, quand j'ai préparé la conférence, je me suis dit, mais moi, j'ai jamais vu passer au cabinet ou dans mes permanences une femme ou un homme qui ait déjà, voulu déposer plainte, aller jusqu'au dépôt de plainte pour le harcèlement qu'elle subissait, mais alors que j'en ai entendu parler beaucoup dans mon entourage, ayant moi-même été à la fac de nombreuses années. Donc ça, et ensuite je me suis dit, mais en plus, j'ai pas le souvenir d'avoir vu passer une décision de justice qui condamnait quelqu'un qui soit HDR ou quelqu'un qui soit agrégé pour harcèlement moral. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc j'ai regardé, j'en ai parlé autour de moi, mes amis avocates m'ont dit pareil, j'ai regardé sur Doctrine, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est littéralement le logiciel que j'ai utilisé, qui est une base de données qui recense beaucoup d'informations sur les décisions judiciaires en France, notamment avec de l'IA. Ça nous permet d'avoir un point de vue assez complet, et j'ai pas trouvé. Donc si j'ai pas trouvé là-dessus, peut-être que j'en ai loupé une, c'est possible, mais en tout cas ça veut dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça veut dire qu'en réalité, il y a très très peu de condamnations pénales qui ont dû exister pour harcèlement moral dans la recherche. Parce que j'ai vraiment ciblé ma recherche là-dessus, puis j'ai quand même cherché un petit moment. Voilà, s'il y en a eu, c'est vraiment pas beaucoup. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu du tout, je dis que vraiment, c'est pas représentatif, puisque par rapport à la parole qui se libère, ça correspond pas. Et ça pourquoi ? Et ça, si on prend un peu de la hauteur et qu'on regarde finalement ce qui se passe en matière de violence psychologique, d'emprise, etc., ça représente en fait ce qui se passe dans tous les domaines. C'est-à-dire que non seulement les violences psychologiques, elles sont sous-estimées, ensuite les problèmes de liens hiérarchiques et d'emprise c'est quelque chose qui est assez mal envisagé par le droit. Et puis, en réalité, on est dans la pratique, dans un environnement où si vous allez engager une procédure pour harcèlement moral, vous vous dites, ou harcèlement sexuel, mais ma consoeur en parlera, vous vous dites, mais comment je vais arriver à finir mon doctorat si je me mets l'institution à dos ? Et ça, c'est finalement symptomatique de l'incapacité de notre institution judiciaire à faire appliquer les lois qu'elle prend. C'est-à-dire que voilà, tout ce que je viens de vous exposer, ça existe. Donc vous pouvez déposer plainte, vous pouvez saisir le CPH, et puis après il y a la réalité, c'est-à-dire que quand vous l'aurez fait, manifestement, il ne se passera pas forcément grand-chose. C'est pas pour être désespérante, c'est juste pour dire qu'il faut agir pour faire changer ça, pour demander des budgets, pour que les lois soient appliquées. Et qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je vous disais tout à l'heure que je reviendrai sur la procédure pénale, c'est pour vous dire que voilà, une fois que vous avez déposé plainte, que ce soit par l'une des voies que je vous ai mentionnées, vous avez pas de nouvelles en fait de l'enquête. Parfois même il n'y a pas d'acte d'investigation poussé. Il faut savoir qu'en France il n'y a pas de garantie obligatoire. Enfin, vous n'avez aucune garantie qu'il y ait une enquête qui soit ouverte après un dépôt de plainte. C'est le parquet qui décide si en gros il y a ce qu'on appelle l'opportunité aussi des poursuites, qui va décider de poursuivre après l'enquête, mais encore faut-il qu'il y ait une enquête. Donc en gros c'est quoi ? C'est que vous déposez la plainte. Et puis là, à un moment, le procureur il va dire ça on investigue, ça on n'investigue pas. Bon, faut aussi savoir qu'ils ont des moyens limités, bien sûr, mais il y a aussi tout un tas de biais qui jouent. Quand ils apprécient, celui-ci il faut investiguer parce que ça a l'air grave, et celui-ci on va pas investiguer, ça a l'air moins grave, et qui classent. Alors qu'on devrait pouvoir, en tant que citoyenne ou citoyen, avoir une enquête pénale dans tous les dossiers. Et ça, je tiens à rappeler ça parce que c'est quand même un des principes fondamentaux de notre droit, le droit à un procès équitable. Parce que souvent, on va vous opposer la manque de preuves, et on va vous dire « Ouais, mais prouve-moi que ton directeur, il te harcèle, en fait. » Parce que si t'as pas de preuves, du coup, il est présumé innocent. Oui, la présomption d'innocence que notre président adore. Moi aussi, j'adore, en théorie, la présomption d'innocence. Il l'avait dit pour Gérard Depardieu. C'est un beau principe, et jamais je demanderais à ce qu'il soit supprimé de notre droit en tant qu'avocate. Je veux dire, ce serait ridicule, on va pas aller assassiner les gens en place publique sur des déclarations, bien sûr. Donc en fait, il faut arrêter de caricaturer le combat pour l'égalité. Personne ne dit qu'il faut renverser la présomption d'innocence. En revanche, ce qu'on dit, c'est que, en tout cas ce que je dis,
c'est que face à la présomption d'innocence, il y a le droit à un procès équitable, qui est aussi un des principes fondamentaux de notre justice. Et que quand le président il nous rappelle la présomption d'innocence, quand on vous dira peut-être t'as pas les preuves que telle personne te harcèle moralement, donc à toi de faire ton enquête et de prouver ce que tu dis avant de parler, c'est faux. Parce qu'en fait, en droit pénal en France, il y a une enquête qui doit être ouverte au nom même de l'intérêt de la société. C'est-à-dire que même si vous, pour X raisons, vous décidez de ne pas déposer plainte et qu'il y a un signalement par un tiers, théoriquement, le procureur qui a un signalement en main doit se dire je vais faire des actes d'investigation pour chercher les preuves, parce qu'il est garant de l'intérêt de la société. Et ça, c'est la différence avec la matière civile, où si vous achetez un micro-ondes et qu'il ne marche pas, l'État ne va pas aller engager une enquête pour vous faire gagner au tribunal, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la société. Mais en droit pénal, il y a cette idée, il y a ce droit normalement, il y a cette mission de l'État d'ouvrir des enquêtes pour faire appliquer la loi. Et ça, c'est pas fait. Et le droit auquel je faisais référence, qui est fondamental, c'est le droit à un procès équitable. Or, aujourd'hui, quand on sait que dans 80% des cas, les violences faites aux femmes sont classées sans suite, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de procès. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on s'intéresse aux raisons des classements des enquêtes sur les violences faites aux femmes, c'est principalement par manque d'investigation. Alors, le harcèlement moral, je veux dire, en tant que chercheuse, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'investigation poussée dans les enquêtes pénales pour pouvoir finalement arriver à corroborer ce qu'une femme vient dire ou ce qu'un homme vient dire. Ce qui fait que c'est classé, ce qu'on appelle le classement 21, c'est un numéro de classement numéro 21, insuffisance de caractérisation de l'infraction. Et ça, en fait, ça va du coup empêcher, alors vous pouvez contester le classement, etc., mais en tout cas, ça va fondamentalement empêcher la justice de se faire. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est pas juste les stats des associations, il y a un rapport super intéressant, mais en fait c'est un rapport, là je m'écarte un peu du harcèlement, mais c'est pour vous montrer qu'on trouve les mêmes statistiques. Parce que en matière de harcèlement, vous allez avoir du mal à prouver l'infraction. En matière de violences faites aux femmes en général, vous allez avoir du mal à prouver l'infraction. Et la stat que je trouvais assez percutante, c'est qu'en 2019, l'Inspection générale de la justice, qui est une autorité, une administration rattachée à l'État, une administration officielle, a sorti des dossiers de féminicide sur les 3 dernières années, donc des femmes qui étaient mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, et ils ont regardé ce qui avait été fait dans les dossiers. Et en fait, ils ont remarqué que dans 8 cas sur 10, quand ces femmes avaient déposé plainte, donc en fait, ils ont pris les dossiers, ils ont regardé dans les dossiers, toutes n'avaient pas signalé les violences à la police. Mais quand elles étaient allées signaler, décidément c'est difficile, excusez-moi, parce que comme je vous disais, j'ai eu une grosse journée aussi hier. Quand elles étaient venues signaler ces violences, donc elles étaient venues dire à la police littéralement qu'elles se sentaient en danger. Et bien dans 8 cas sur 10, la plainte avait été classée et le rapport nous dit, principalement par manque d'actes d'investigation, et puis il nous dit lesquels. Donc on voit lister, pas d'audition systématique de l'homme accusé, c'est dans le rapport. C'est-à-dire qu'elles sont venues parler et que ça a été classé, qu'elles ont été tuées, et que la police n'a même pas auditionné la personne. Pas d'audition, quasiment jamais d'enquête d'environnement complète. C'est-à-dire que, pareil, elles sont mortes alors qu'elles étaient venues signaler des violences et que le procureur n'a pas pris la peine de demander à la police d'appeler les ex-compagnes assez rapidement pour faire un bilan et pour voir. Merci encore pour l'invitation, bon cours. Et du coup, en fait, ça c'est terrible. Ça veut dire qu'en fait, on a un constat qui est qu'on n'investigue pas assez, on ne cherche pas assez, on ne met pas les moyens. Donc quand on dit que c'est difficile de prouver une infraction et que c'est à la victime de le faire, c'est faux en fait. Vous avez théoriquement juste à parler, c'est déjà énorme, je dis juste, à donner ce premier élément d'enquête qui est votre parole en fait en tant que chercheur ou chercheuse, de dire voilà je subis un comportement qui consiste à m'humilier, à m'isoler ou alors à me surcharger de travail ou au contraire à ne plus me donner de travail, et que cette parole là normalement en fait elle devrait être suffisante dans un monde normal où la justice fonctionnerait normalement, pas pour condamner la personne que vous accusez, mais pour enclencher une enquête. C'est-à-dire qu'en fait vous dites ça, et ensuite vous devriez avoir la certitude que on va convoquer la personne concernée, qu'elle va être auditionnée, qu'ensuite on va aller appeler les collègues de votre université pour recouper les témoignages, et pourquoi pas aussi fouiller les téléphones portables. Très peu de dossiers où on fouille les téléphones portables, alors qu'aujourd'hui on a toutes et tous nos vies sur nos smartphones. Moi je trouve ça c'est du délire. Dans certains dossiers, parfois, la défense fournit des captures d'écran à la police, je veux dire, mais c'est... oui, des captures d'écran, il va pas fournir une capture qui l'arrange pas, quoi, le mec.
Donc vous voyez, c'est incohérent. Prenez les téléphones portables et faites des enquêtes dessus, restaurez les messages effacés, même un dossier où je me suis retrouvée à devoir tenter de restaurer moi-même le disque dur, enfin les vieux messages de la femme concernée, parce que la police ne l'avait pas fait et que ça avait été classé et que je voulais contester le classement. Donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Donc il faut quand même être conscient de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les universités commencent à mettre en place des choses en interne, comme ça a été dit, pour essayer de faire en sorte que ce soit moins difficile, et pas plus facile je dirais, mais moins difficile de parler. Mais ensuite la justice prend pas le relais, donc c'est sûr qu'on est face à un système qui coince. Donc c'est pas très joyeux tout ça, mais en tout cas tout ça pour dire, en fait il faudrait agir pour que ça change, pour que dans plusieurs années vos successeurs ils soient plus dans cette espèce de pétrin où de toute façon même s'ils parlent il se passera rien de judiciaire. Et ça nécessite effectivement d'obliger, en fait, de demander des lois à nos dirigeants pour que la procédure pénale change. Concrètement, c'est ça. Et qu'en fait, on inscrive dans le code de procédure une obligation d'enquêter dès qu'il y a un dépôt de plainte et d'enlever en fait un peu de liberté d'appréciation au procureur sur les dossiers. Le jour où il y a une proposition de loi comme ça, vous avez la moitié des magistrats dans la rue, le procureur dans la rue, et ça ils n'aiment pas trop. Peut-être aussi vous préciser que le harcèlement dont on a parlé là, le harcèlement moral, il peut aussi se faire en ligne. Je crois que c'est important de le dire par rapport à l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ça peut se faire par des messages et ça peut se faire aussi en meute. Bon, après, à l'université, le harcèlement moral dans la recherche, il se fait pas en meute sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, les messages, les mails sont évidemment caractéristiques, peuvent l'être en tout cas, de harcèlement moral. Et dernière précision, en matière de preuves, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à comment prouver ce que vous dites justement, si vous avez envie de déposer plainte et vous vous demandez quels éléments produire. Sachez que en droit pénal, vous avez le droit de produire des enregistrements enregistrés du coup à l'insu de la personne. Ça c'est possible en pénal. Donc ça peut être versé à l'enquête. Donc vous avez le droit d'enregistrer des mots ou des conversations. Même si la personne en face n'est pas au courant, ça, vous pouvez les verser au dépôt de plainte et vous pouvez les verser à la procédure. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Évidemment, dans la mesure du possible, ça va être aussi chercher des témoignages concordants auprès de votre entourage, des gens, des collègues qui auraient entendu, et ça, vous pouvez leur faire remplir un formulaire CERFA. C'est toujours mieux du coup d'arriver avec ce formulaire rempli par vos collègues plutôt que d'attendre que la police les appelle pour l'enquête d'environnement, parce que généralement elle est mal faite. Je vois ma consoeur qui sourit, mais du coup je pense que pour le volet harcèlement sexuel, elle vous dira sûrement peut-être la même chose, mais sous l'angle du coup du harcèlement sexuel, je ne veux pas déborder sur sa partie. Donc voilà, pensez aux captures d'écran, tout ce qui est numérique, monter finalement un dossier avec des témoignages, et malheureusement prévenir l'université bien sûr, mais tout en sachant que comme c'est souvent le cas, il y a, et ça a été dit au début, il y a rarement des procédures pénales ensuite engagées. J'avais noté un livre que j'avais trouvé dans le cadre de mes recherches rapides, du coup, je veux dire rapide parce que je ne l'ai pas lu moi-même, mais j'étais tombée dessus en préparant la conférence. Bon, j'espère avoir le temps de le lire. Mais ça s'appelle « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est Adèle Combe. Voilà, il avait l'air vachement intéressant. C'est basé sur une enquête en ligne qui s'appelle « Vie de thèse ». Et elle explique tout ça. Bonjour à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous maintenant. Pardon. À tous et à toutes. Oui, donc je suis avocate au barreau de Paris. Je travaille exclusivement en droit pénal et j'accompagne régulièrement des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous faire un point qui n'est pas exhaustif, évidemment, sur le harcèlement sexuel, pour comprendre un petit peu cette notion et aussi avoir quelques points sur comment agir si vous rencontrez une situation de harcèlement sexuel. Alors, tout d'abord, c'est un petit peu théorique comme approche, mais je pense que c'est important de savoir ce qu'est
le harcèlement sexuel. Donc, c'est une notion qui est définie donc, par le code pénal. Donc, vous avez l'article là qui est indiqué, donc c'est l'article 222-33 du code pénal. Et ce qui est important de retenir de cette définition, c'est que le harcèlement sexuel, il faut arriver à démontrer deux choses. Des comportements qui sont répétés et qui ont pour conséquence de porter atteinte à la dignité de la personne, qui vont venir avoir une incidence sur ses conditions de vie psychologiques, par exemple. Donc sur les comportements répétés, ça peut être par exemple des répétitions de propos ou de comportements à connotation sexuelle. Évidemment, ce n'est pas un incident isolé, on est sur une répétition et c'est cette répétition qui va avoir pour conséquence de porter atteinte aux conditions de vie et notamment à la dignité de cette personne. Donc c'est des comportements répétés qui vont avoir un caractère dégradant, humiliant, intimidant. Les différentes intervenantes expliquaient qu'on peut être sur des violences psychologiques, donc c'est tout à fait ça. On peut être sur quelque chose de très direct, mais en général, en tout cas moi d'expérience de ce que j'ai dans ce que je rencontre comme situation dans mes dossiers, c'est plus des comportements insidieux. Donc on n'est pas vraiment sur des comportements purement dégradants, on est vraiment la plupart du temps sur des violences psychologiques. Et ce qui est très important de dire, mais j'y reviendrai un peu plus tard, la frontière entre le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle, donc c'est-à-dire quand on a un acte physique, est finalement très fine, puisque le harcèlement sexuel, c'est un petit peu le préalable pour les agresseurs pour en arriver à des agressions sexuelles. Alors, vous avez différents types de harcèlement sexuel. Là, je vous ai fait une petite liste, mais évidemment, c'est pas exhaustif. Vous avez le harcèlement verbal, le harcèlement non verbal. Donc, ça peut être des regards insistants, des gestes obscènes, des comportements qui vont être dégradants. On a le harcèlement physique. Donc là, c'est ce que je vous disais. On est vraiment sur cette frontière entre le harcèlement sexuel qui va avoir une connotation plutôt psychologique et finalement cette frontière assez fine qu'on va rencontrer avec la personne auteur de ces faits de harcèlement qui va arriver assez rapidement sur une agression sexuelle. Dans le milieu de la recherche, par exemple, pour quelques dossiers que j'ai eu à traiter et que je traite actuellement, par exemple, un exemple comme ça, mais un directeur de thèse ou un professeur d'université qui, dans le cadre, si vous voulez, de travaux dirigés ou d'un suivi de thèse, va, par exemple, avoir des propos personnel envers son doctorant, déplacé, et qui peuvent arriver parfois à des agressions sexuelles, par exemple dans le cadre de séminaires qui pourraient être organisés en dehors de l'université. Voilà, y a certains, dans certains dossiers, j'ai pu rencontrer des problématiques comme ça, où des directeurs de thèse expliquaient que finalement on était dans des événements hors les murs et que finalement c'était là que le réseau se faisait. Donc voilà, ce type de comportement, ça peut amener à des cas de harcèlement sexuel et malheureusement ça peut dévier sur des choses plus graves, si je puis dire, type agression sexuelle. Il ne faut pas du tout minimiser aussi le harcèlement sexuel qui peut se faire via les réseaux sociaux. Donc ça peut être via les réseaux sociaux type Instagram, LinkedIn, mais c'est aussi via les échanges de courriels qu'il peut y avoir, notamment dans le cadre d'une thèse ou dans le cadre d'échanges. Voilà. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, je me suis intéressée à un rapport qui a été rendu par l'INSEE et qui fait un état un petit peu des violences sexuelles et sexistes. Alors,
ça ne vise pas spécifiquement le harcèlement sexuel, puisque les violences sexuelles et sexistes, c'est quelque chose quand même de plus large. Donc ça englobe aussi les agressions sexuelles, les viols, mais le harcèlement sexuel en fait partie. Sachant que j'ai fait quelques recherches, je n'ai pas trouvé de cas de justice, donc de jurisprudence, qui viennent condamner spécifiquement le harcèlement sexuel. C'est plus quelque chose de peu englobé dans les violences sexuelles et sexistes. Donc, une première présentation sur la nature des violences sexuelles. Donc là, ça vous fait un état de la nature des violences sexuelles qui ont été commises donc, entre 2011 et 2018. Donc c'est un rapport de l'INSEE, je rappelle. Donc vous voyez le petit camembert, je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, entre 2011 et 2018, donc sur une tranche de personnes d'âge qui ont entre 18 et 75 ans, on a comptabilisé, donc sur les personnes qui se sont manifestées évidemment, environ 200 000 personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Parmi ces victimes, on a par exemple donc 27% qui disent avoir subi un viol, 16% qui ont subi une tentative de viol, donc j'insiste là-dessus, si vous faites l'objet d'une tentative d'agression sexuelle ou de viol, le code pénal le réprime également. C'est pas parce que finalement ça n'est pas allé aussi loin que le code pénal ne le réprime pas. Et ensuite vous avez 29%, donc attouchement du sexe, c'est les agressions sexuelles. Donc malheureusement ces atteintes elles concernent davantage les femmes que les hommes, donc on comptabilise environ 77% de femmes qui sont concernées par les violences sexuelles et sexistes. Et la plupart du temps, les violences sexuelles et sexistes sont commises par des personnes que les victimes connaissent, donc qui sont dans leur entourage. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est vrai que quand vous allez déposer plainte au commissariat, souvent les officiers de police judiciaire, malgré le fait qu'ils passent des concours et qu'ils soient sensibilisés à la procédure pénale, ont tendance à considérer finalement que un viol, ou une agression sexuelle, c'est quelque chose qui se passe quand on rentre chez soi, en état d'ébriété, dans une rue sombre. C'est absolument pas le cas. De plus en plus aujourd'hui, on voit que ce soit dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la recherche, dans le milieu du théâtre, les violences sexuelles et sexistes, elles sont commises la plupart du temps par des personnes que les victimes connaissent. Alors, un deuxième graphique que je voulais vous présenter, c'est la répartition d'autres statistiques, toujours sur ce même rapport de l'INSEE, sur la répartition par âge et sexe des victimes, donc victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc sur une période entre 2016 et 2020, ça vous permet de voir une évolution sur cette période. Je suis proche de la vérité, donc... Alors, donc pour vous expliquer ce diagramme que je n'en remets pas, sinon il y aura un petit grésillement. Donc les violences sexuelles et sexistes, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de l'instant T où elles sont commises, donc moi sur ce que je présente aujourd'hui, c'est le harcèlement sexuel. Donc au-delà du fait que c'est un comportement qui va déranger les doctorants parce qu'on parle là du harcèlement sexuel dans le milieu de la recherche, c'est des violences psychologiques qui laissent des séquelles physiques, mais également psychologiques. Et ce qu'il faut savoir et ce qui est déplorable, alors bon, là je suis sur une étude qui s'arrête à 2020, mais je pense qu'aujourd'hui on est à peu près sur les mêmes pourcentages. Ce qu'il faut noter, c'est que finalement il y a très peu de personnes qui franchissent la porte d'un commissariat. Alors ça c'est une phrase, je pense que vous avez beaucoup entendu, mais c'est vrai. Moi je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne ne souhaitent pas se déplacer dans les commissariats et on prend du coup cette
seconde option qui s'offre aux victimes, c'est d'envoyer un courrier en fait au procureur de la République. Donc en général, c'est le tribunal compétent, c'est soit là où les faits ont été commis, soit là où l'agresseur, un prétendu agresseur, habite, ou sinon ça peut être aussi le lieu du domicile de la victime. Donc par exemple, si vous habitez à Paris et que vous avez été victime de faits qui se sont passés à Nice, d'un viol ou une agression sexuelle, vous pouvez tout à fait déposer plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris. Je rebondis simplement sur ce qui a été dit tout à l'heure par ma consoeur. Effectivement, au moment où vous déposez plainte, ce n'est pas pris en charge par l'aide juridictionnelle si vous avez les ressources pour en bénéficier. En revanche, chose auxquelles les personnes ne pensent pas forcément, j'imagine que vous êtes soit tous locataires, soit propriétaires, et vous avez donc une assurance habitation. Enfin, si vous ne l'avez pas, inquiétez-vous. Mais si vous avez une assurance habitation, en tout cas, il est possible que vous ayez ce qu'on appelle une protection juridique qui soit attachée à cette assurance habitation. Et la protection juridique, ça permet de prendre en charge une partie des frais d'avocat. Et pour accompagner quand même pas mal de victimes avec mon cabinet, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de protections juridiques qui mettent en place un forfait de prise en charge pour le dépôt d'une plainte, qu'il soit ce qu'on appelle une plainte simple, donc qu'on va envoyer directement au procureur. Si on se déplace au commissariat, il y a certaines assurances juridiques qui acceptent de prendre en charge une partie des frais. Donc ça, c'est à garder en tête. Il y a toujours des moyens de financer ces procédures. Et puis, comme ça vous a été déjà dit, il y a beaucoup d'associations. Moi, je travaille beaucoup avec la Fondation des femmes et l'association Le Clash, qui ont des juristes et qui travaillent directement avec des avocats qui interviennent bénévolement, en tout cas qui sauront vous orienter sur une prise en charge optimale par rapport à votre situation personnelle. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2019, les services de police et de gendarmerie, ils ont enregistré 42 000 plaintes pour violences sexuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, entre 2016 et 2020, ces plaintes, elles concernent des viols ou tentatives de viol ou des violences sexuelles d'autre nature. Et donc c'est là que va se situer le cas du harcèlement sexuel. Ensuite, un autre graphique que je voulais vous présenter, c'était la répartition par âge des mises en cause pour violences sexuelles, parce que trop souvent, on a tendance à penser que les violences sexuelles et sexistes, elles sont commises seulement par des personnes jeunes qui sont un petit peu perdues. Donc on a un peu cette image d'Épinal, d'une personne, d'un jeune qui viendrait d'une cité, qui serait complètement perdu, qui n'aurait pas de travail. Donc voilà, il faut un peu déconstruire cette image-là, parce que c'est faux, c'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les révélations qui sont faites dans le milieu du cinéma, mais également dans le milieu de la recherche. Ça concerne tout le monde. Tout le monde est touché, tous les milieux sociaux, même les personnes les plus éduquées. Donc, il ne faut pas, en tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas être impressionné par la qualité qu'aura cet agresseur. Quand je dis la qualité, c'est son titre, qu'il soit professeur, avocat, magistrat, cadre dans une grande société. Je sais que ça peut un petit peu impressionner les victimes de se dire que cette personne aura toujours plus de moyens que vous pour se défendre, pour faire valoir ses droits. Il ne faut absolument pas s'arrêter à ça. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Pour vous expliquer rapidement ce graphique, chaque année, on a donc 20 000 personnes, environ, évidemment c'est pas exhaustif, qui sont mises en cause pour des violences sexuelles. 43% donc, de ces 20 000 personnes, elles sont renvoyées, en général elles sont mises en cause, parce que mise en cause ça ne veut pas forcément dire être renvoyée devant un tribunal. 43% de ces personnes, en général, sur les violences sexuelles et sexistes, on est plutôt sur des faits de viol ou de tentatives de viol. Il s'agit
exclusivement d'hommes. Alors souvent ce sont des personnes assez jeunes, mais on a quand même évidemment des personnes moins jeunes, voire seniors, hein, qui commettent ce genre d'infractions. Alors, parce que le but c'est de vous présenter le harcèlement sexuel d'un aspect purement juridique. Donc, en 2019, par exemple, donc les parquets, c'est l'autorité compétente qui va poursuivre les infractions pénales. Et donc les parquets de toute la France, ils ont été saisis en 2019 de 56 000 affaires de violences sexuelles. Dans la plupart des cas, donc, l'auteur a été identifié, puisque comme je vous le disais, maintenant on n'est plus vraiment sur cette image d'Épinal d'un viol ou d'une agression sexuelle ou d'un harcèlement qui serait commis par une personne inconnue. Ça ressort souvent d'un cadre qui est beaucoup plus proche. La difficulté qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est la problématique de la preuve. Puisque une fois que la personne a déposé plainte, une enquête doit être ouverte. C'est une chose qui doit être faite, c'est-à-dire que demain vous allez au commissariat, vous déposez plainte pour des faits de violence sexuelle sexiste, donc viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel. Une enquête doit être ouverte, votre plainte elle doit être transmise au parquet et une enquête doit s'ensuivre. Donc vous allez être auditionné par les services de police ou de gendarmerie. La personne que vous visez dans votre plainte, elle doit également soit être placée en garde à vue, soit être auditionnée dans un cadre juridique libre. Mais la difficulté qu'on rencontre, c'est souvent de se dire, bon, bah, finalement, c'est un peu parole contre parole. Puisque ce qu'on remarque, en tout cas en 2019, c'est que 61% des auteurs qui ont été identifiés n'ont pas été poursuivis, puisque l'infraction était insuffisamment caractérisée. Et donc c'est le fameux classement 21 dont parlait ma consoeur et qu'on rencontre de plus en plus. Mais dans la plupart des cas, il y a quand même des cas qui existent dans lesquels l'auteur est poursuivable et est renvoyé devant une juridiction pénale pour être sanctionné. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, sur un dossier que j'ai eu récemment, j'ai accompagné une victime mineure qui avait été agressée sexuellement. Et très objectivement, le dossier qui avait été monté par le parquet était un peu faible. Il y avait très peu d'éléments qui permettaient vraiment de retenir à 100% la culpabilité de l'auteur, parce que là, pour le coup, on était sur une agression sexuelle dans la nuit, dans un parking, enfin bon, il y avait une tentative de séquestration, je vous passe les détails. Mais il y avait vraiment un doute qui subsistait, et moi qui interviens aussi dans des dossiers en défense, j'avoue que je ne pensais pas que ma cliente obtiendrait gain de cause et qu'elle serait indemnisée. Et le tribunal, malgré ce doute qui pouvait subsister, est entré en voie de condamnation. Donc la personne est partie directement en prison à l'issue du délibéré. Et ce qu'on remarque, et c'est ce qui est dit par d'autres consoeurs qui exercent depuis bien plus longtemps que moi, c'est qu'aujourd'hui, la parole des victimes, elle est quand même beaucoup plus prise en compte. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à dire c'est parole contre parole, c'est vrai, mais la parole de la victime, elle va être corroborée par plein de choses. Par exemple, le moment du dépôt de plainte, le fait que la victime en parle autour d'elle et donc qu'il y ait des témoignages qui corroborent les faits et les faits qui sont dénoncés par la victime. Il y a notamment suivis psychologiques qui permettent d'attester des conséquences de l'impact de ces violences sexuelles et sexistes. Et donc ça, évidemment, les juridictions aujourd'hui, elles en ont conscience et elles prennent beaucoup en compte ces éléments-là. Donc, si jamais vous ou des personnes de votre entourage rencontrez ce genre de difficultés et qu'on vous fait part de ce genre de discours en se disant c'est parole contre parole, de toute façon ça n'aboutira pas, vous avez deux points de vue de professionnels qui rencontrent ce type de dossier, et pour le coup, on arrive quand même à faire aboutir quelques dossiers, pas autant qu'on le voudrait, mais il y a quand même des dossiers
qui aboutissent. Donc ça, c'est important de le dire parce que c'est quand même une sacrée progression. Alors, donc je vous disais, évidemment, il y a des conséquences. Je suis dans les temps, bon, je dépasse. Okay. Donc, les conséquences du harcèlement sexuel, par exemple, mais je vous le dis là, j'interviens pour le milieu de la recherche, mais finalement, c'est des conséquences du harcèlement sexuel, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous avez des impacts psychologiques et émotionnels, donc souvent les victimes vont aller voir leur médecin traitant et la plupart du temps vont se faire diagnostiquer la même chose, hein, des syndromes d'anxiété, de dépression, des syndromes post-traumatiques, et ça va nécessairement avoir des répercussions sur l'aspect purement professionnel. Donc par exemple dans le milieu de la recherche, moi ce que je remarque beaucoup, c'est des stratégies d'évitement. Par exemple, parce que j'ai un dossier actuellement, donc je me sers de ça, mais des doctorantes, par exemple, qui vont avoir des stratégies d'évitement avec leur directeur de thèse, qui vont éviter de venir sur le campus, qui vont se mettre en arrêt maladie, qui vont arrêter de répondre aux mails, aux SMS, etc. Donc, il ne faut pas minimiser les répercussions professionnelles que ça peut avoir, et évidemment les conséquences sociales, hein, parce qu'on est dans une stratégie d'évitement qui se met en place par la victime, mais ça a forcément aussi cette incidence sociale de recroquevillement sur soi-même. Donc évidemment, pas hésiter à consulter un professionnel de santé pour avoir un traitement adapté et un suivi psychologique, parce que l'aspect psychologique dans ces dossiers joue beaucoup, et c'est un bon accompagnement psychologique qui va faire que les victimes arriveront à aller au bout des procédures. Alors, prévenir le harcèlement sexuel, donc ça se fait de plusieurs manières. C'est de la sensibilisation, c'est de la formation. Donc c'est vrai que souvent, moi j'ai quelques contacts avec des universités qui, quand elles se retrouvent confrontées à ce type de difficultés, ce type de violence, ne savent pas trop comment agir. Je sais que donc, à l'université de Nanterre, vous avez une cellule violence sexuelle et sexiste, ce qui n'est pas le cas de toutes les universités, donc ça c'est vraiment une bonne chose, mais je crois que c'est Monsieur Bourbon qui en parlera bien mieux que moi. Donc c'est vraiment important de libérer la parole et qu'il y ait des cellules d'écoute qui soient mises en place pour que les victimes se sentent libres et légitimes de parler de ces sujets-là. Donc, que faire en cas de harcèlement sexuel ? Donc, il y a évidemment la possibilité de faire une procédure de signalement, donc que ce soit au sein de votre université, mais vous avez également la possibilité de saisir un avocat qui se chargera de vous accompagner sur la procédure purement pénale. Ce qui me permet de juste rappeler une chose, en cas de harcèlement sexuel, ou moral, hein, comme ça a été dit par ma consoeur, dans le milieu universitaire, le fait de le signaler à l'université, ça enclenchera contre le professeur en question, le ou la professeure, ça enclenchera une procédure administrative, donc une procédure disciplinaire, puisque ici, ce qu'on viendra sanctionner, c'est une faute professionnelle, un manquement déontologique qui aurait été commis par la personne visée. Mais sur l'aspect purement pénal, on n'est pas sur une faute professionnelle, on est plutôt sur l'infraction pénale de harcèlement sexuel dont je vous ai parlé. Donc vraiment avoir en tête ces deux volets-là, hein, qui sont bien distincts et qui ne se mélangent pas. Donc évidemment, comme vous l'a dit ma consoeur, hein, c'est important, même si vous engagez une procédure pénale, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les enquêteurs, ils ont beaucoup de dossiers. C'est pas une excuse que je leur trouve, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ont beaucoup de dossiers et qu'en fait, si la victime, accompagnée de son avocat, ce qui est quand même conseillé, ne fait pas ce travail, j'allais dire cet effort, mais c'est vraiment un effort de rassembler les différentes pièces, les témoignages, les attestations de suivi, psychiatre, psychologue. Souvent, les choses n'aboutissent pas forcément, sauf si vous tombez sur un gendarme ou un policier extrêmement investi dans la cause. J'en ai rencontré quelques-uns, mais ce n'est pas le cas de tous. Alors,
Rapidement, je vous avais fait un petit cas pratique, c'est pas du tout l'idée de vous faire une interrogation, mais en fait, là, par exemple, sur une étudiante qui serait dans un département universitaire, qui ferait face à une situation de harcèlement sexuel par son professeur, il y a plusieurs choses à identifier, les comportements inappropriés, les avances non désirées, l'utilisation du pouvoir, puisque c'est important de savoir quand même que dans le milieu universitaire, un directeur de thèse ou un professeur, il est forcément dans un lien de subordination avec son étudiant ou son doctorant. Et donc, il y a nécessairement une contrainte morale, en fait, qui va s'instaurer dans les cas de harcèlement sexuel. Et donc les effets sur la victime, c'est ce que je vous expliquais plus tôt, c'est les stratégies d'évitement, le stress, l'anxiété, le sentiment d'insécurité, les stratégies d'évitement dans les cours, etc. Donc ça va avoir des effets, par exemple, sur l'avancement d'une thèse. Et ça, c'est une double pénalité parce que vous vous retrouvez, par exemple, avec un professeur ou un directeur de thèse qui a des agissements délictueux, de violences sexuelles et sexistes, et vous êtes doublement pénalisé parce que vous êtes bloqué dans cette thèse avec cette personne, et en plus de ça, il y a un impact sur votre thèse directement puisque vous n'avez plus avancé dessus. Donc c'est un peu la double peine. Donc ça, évidemment, il faut le signaler. Bon voilà, réponse appropriée, il n'y a pas de bonne réponse, mais voilà, je passe. Donc évidemment, il faut... Voilà, c'est le point sur la responsabilité collective. Ça veut tout et rien dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut encourager la parole, il faut sensibiliser sur ces sujets pour avoir un impact positif et faire en sorte que les comportements changent, donc les comportements des agresseurs, mais également la prise en charge et la libération de la parole des victimes. Et j'en termine, voilà, simplement pour vous appeler finalement à une responsabilité collective sur les sensibilisations, les préventions, le soutien, et si vous ou des personnes de votre entourage êtes victime de ce type d'agissement, évidemment de vous tourner dans un premier temps vers des proches ou vers des associations qui pourront vous orienter utilement vers des juristes ou des avocats compétents. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Bourbon, je suis chargé de mission égalité non-discrimination de l'Université Paris-Nanterre depuis... Je suis chargé de mission égalité non-discrimination de l'Université Paris-Nanterre depuis un peu plus d'1 an. Donc rapidement, je vais vous faire une très courte présentation de la mission égalité parce que ça ne va pas être uniquement la question des cellules de signalement, enfin on ne traite pas que les cellules de signalement, mais voilà. Donc notre université, on a la chance d'avoir une personne, et bientôt un peu plus, qui travaille à temps plein sur les questions d'égalité femmes-hommes et de non-discrimination. Donc c'est ma collègue Guérande Merlan qui est chef de projet égalité non-discrimination. Donc moi-même je suis enseignant, je ne fais pas de recherche. Et on est soutenu par un comité consultatif et nos 4 axes de travail, c'est lutter, informer, sensibiliser et également la question de la formation. Donc la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations, grâce notamment à des réponses en cas de problème, donc nos cellules de signalement. Informer, donc effectivement on fait des petits guides pratiques où on se met à la disposition des personnes qui souhaiteraient se renseigner sur comment on communique, par exemple, dans une écriture inclusive ou des choses comme ça. Sensibiliser aussi, donc on fait des actions de sensibilisation, j'y reviendrai à la fin, donc des conférences. On fait aussi, je vous parlerai du mois de l'égalité à la fin qui arrive et pour lesquels Claire et Emmanuel ont aussi proposé un projet, donc je les remercierai 2 fois du coup. Et puis la formation, donc là c'est la formation à différentes destinations, donc pour vous donner un ordre d'exemple, ça se conclut comment, voici quelques petites actions qu'on a pu faire, c'est pas toutes nos actions mais ça en résume quelques-unes sur les 2 dernières années. Donc on a la gestion des cellules de signalement à la fois VSS et discrimination. On a participé à l'enquête Acadiscri qui essaie d'identifier les biais l'ensemble du cadre de discrimination au sein des universités. Donc l'université de Paris-Nanterre a été un des premiers terrains et on risque de reproduire on va reproduire cette action. On fait de la prévention des VSS auprès des associations étudiantes, donc ça va même au-delà. Maintenant on a une charte
qui intègre l'obligation d'avoir une référente lutte contre les VSS et les discriminations à chaque fois qu'il y a un événement public des associations étudiantes de Nanterre, sous motif potentiel de sanctions. Donc on leur fait des formations, et puis en même temps, dans l'autre sens, si rien n'est fait ou s'il y a une logique de l'omerta et qu'on l'apprend finalement, on n'hésitera pas à prendre des sanctions. Et enfin, on a fait il y a un peu plus d'1 an une sensibilisation sur l'éducation à la sexualité et au consentement, puisque, comme la plupart des rapports le rappellent, nos étudiants et nos étudiantes qui arrivent en première année viennent de collège-lycée. Les nombres de formations dans ces espaces-là à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi au consentement, sont trop peu nombreux, voire inexistants pour certains et certaines. Donc il n'y a pas de raison pour que tout d'un coup, à 18 ans, ils aient une révélation sur ce que c'est la santé sexuelle et aussi la question du consentement. Donc voilà, donc ces différentes petites actions qu'on a pu mettre en place. Les intervenantes précédentes ont parlé un peu des violences sexistes et sexuelles, je vais passer très rapidement dessus. Ça peut aller de la réflexion sur la tenue au sein de l'université, embrasser une personne par surprise, la diffusion non consentie de nudes ou du chantage sexuel. Je vous parle de tout ça parce que c'est vrai que c'est à la fois, ça peut concerner des étudiants et des étudiantes, mais ça peut aussi concerner n'importe quel enseignant, enseignante, chercheur, chercheuse. Dans notre université, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas les toucher, donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête l'ensemble du cadre. Et donc souvent on présente tout ça dans nos formations, dans les informations qu'on peut donner autour de la pyramide des violences sexistes et sexuelles, dont le paroxysme, entre autres, c'est le viol, voire le féminicide. Je tiens à rappeler, on est bientôt à la date anniversaire, une de nos collègues qui était référente VSS dans une université en Île-de-France a été assassinée par son compagnon à l'époque. Donc voilà, ça va faire bientôt 1 an. Ça peut être aussi le féminicide. L'ensemble de ce continuum, en fait, je vais le rappeler parce qu'en fait, on a l'impression dans l'université, dans les universités, dans les centres de recherche, qu'on est au-dessus de tout ça, parce que on est des représentants et des représentantes de la réflexion théorique sur plein de sujets, et qu'on se dit que nécessairement ça ne peut pas traverser l'université, puisque finalement on est éduqué, en fait on participe au système d'éducation. C'est pas le cas, en fait les mêmes problématiques qui traversent notre société traversent l'université, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas concerné. Juste rapidement, je vais revenir sur les mécanismes de l'agresseur ou des agresseurs, agresseuses, et des conséquences sur les personnes victimes, parce que ça a été évoqué par les intervenantes précédentes, mais juste pour mettre en contexte, les mécanismes de l'agresseur, c'est isoler sa victime, la dévaloriser, donc ça rentre dans tout le spectre aussi qui était un peu évoqué sur le harcèlement, donc ça peut commencer par là. Il y a une stratégie d'inversion de la culpabilité, donc dire que c'est la faute de la personne plutôt que la faute de l'agresseur, de la personne victime. Et souvent, les personnes profitent, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler dans l'enseignement supérieur de la recherche, de la position de pouvoir, du rapport de force. Et nécessairement, dans un milieu comme la recherche, qui est un petit milieu, quoi qu'il arrive, et aussi dans un milieu où la question de la carrière dépend énormément de chacun des instants de sa vie professionnelle, nécessairement la question de la position de pouvoir est extrêmement présente, et même s'il n'y a pas marqué chef de quelque part, en fait oui, mais c'est le ou la chercheuse hyper connue sur mathématiques de recherche, comment je vais faire si il me fait une remarque et que j'ose pas lui dire que oui ou non. Donc c'est des questions qui sont toujours présentes, et effectivement les agresseurs et agresseuses utilisent toujours cette position de pouvoir, et nous, dans la pratique qu'on a de gestion des signalements, c'est difficile de ne pas constater à quel point ils en ont conscience de cette position de pouvoir. Et enfin, il y a la question d'assurer son impunité. Donc effectivement, c'est pas toujours le cas, mais cette position où l'agresseur et l'agresseuse essaient toujours de bien paraître en société, surtout dans un monde comme la recherche où cette question de bien paraître et de bien intervenir et d'être la bonne personne, etc., est vraiment présente, effectivement, ça pose toujours des questions, et c'est ce qui, du coup, l'ensemble de ces mécanismes, très présents en général, mais du coup qui sont encore plus présents qui sont présents à l'université, nécessairement c'est aussi des éléments qui sont des freins aux personnes pour faire des signalements. Ça, on en a bien conscience. Voilà, mais
à part faire des formations de la sensibilisation et de la prévention en général, malheureusement passer au-delà de ces mécanismes de l'agresseur, c'est toujours un peu compliqué puisque c'est toujours un parcours personnel aussi des personnes victimes. Côté des mécanismes psychologiques chez les victimes, c'est pas les seuls et c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive, donc je vais juste vous rappeler certains. Ça veut pas dire que ça arrive tout le temps, ça veut pas dire que c'est systématique, ça veut pas dire non plus que c'est à cause de ça que les choses ne peuvent pas évoluer ou que c'est systématiquement à cause de ça que les personnes vont se retrouver systématiquement dans cette situation, mais c'est important de les avoir en tête. Donc il y a la sidération qui est souvent évoquée, ça on en entend souvent parler, cet aspect où tout d'un coup on a un blocage total ou partiel du corps. On a aussi potentiellement une situation de dissociation. On entend souvent dans les signalements la question de là je sais pas pourquoi mais j'ai pas osé réagir, puis j'étais à côté de mon corps et puis je voyais pas trop et en fait ça c'est quelque chose, la personne souvent ces mécanismes là, les personnes victimes n'en ont pas forcément conscience sur le moment, c'est pas quelque chose même en étant informées qui fait qu'elles vont avoir conscience de la situation, c'est après en fait, c'est par les mots qu'elles utilisent quand elles viennent nous voir qu'on constate et qu'on peut identifier ces mécanismes là. Et ensuite il y a aussi tous les mécanismes après. C'est les questions du syndrome du stress post-traumatique, alors à différents degrés, ça ne veut pas dire non plus que ce syndrome il apparaît systématiquement, à nouveau la question du systématisme des mécanismes psychologiques complètement à revoir, mais ça va être des troubles anxieux, ça peut être une réaction émotionnelle forte, ou à l'inverse la nécessité de tout contrôler en permanence. Il y a parfois un état de choc, et puis ces situations-là, elles peuvent être constatées uniquement après, donc forcément, c'est des choses où nous, on peut essayer de le documenter, mais c'est par une interrogation de quelles sont les conséquences pour les personnes. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel, au sein de la cellule, on fait très attention, c'est quelles ont été les conséquences pour vous, c'est une question qu'on pose systématiquement. Voilà. Donc les VSS dans le monde universitaire, il y a assez peu de chiffres sur les chercheurs, chercheuses en particulier, mais moi je vais vous présenter les étudiants et étudiantes, les quelques chiffres, et puis après je reviendrai un peu dans le détail sur certains éléments que je voulais vous dire un peu plus à l'oral. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en tant qu'enseignante et enseignant-chercheur, chercheuse, vous allez certainement vous retrouver potentiellement dans des postes où vous allez enseigner. Et ça, il faut que vous ayez conscience que en fait, vos étudiants et vos étudiantes, ils peuvent peut-être venir vous voir parce qu'ils vivent des choses au sein de l'université. Donc au sein de l'université, c'est environ, selon les chiffres de l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles de 2020, donc il y a eu une réactualisation dans un baromètre en 2023, mais je n'ai pas repris les chiffres parce que je n'ai pas pris le temps de le refaire, mais c'est une étudiante sur 10 qui a été victime d'agression sexuelle au cours de ses études. C'est à peu près similaire dans la situation 2023. Alors après, est-ce que c'est au sein d'une personne de l'université ou en dehors, mais c'est au cours de ses études. Une étudiante sur 20 a été victime de viol au cours de ses études. Donc à nouveau, la question de est-ce que c'est au sein de l'université, par quelqu'un de l'université ou en dehors, ça peut être une question, mais j'y reviendrai à la fin. Et là, c'est la partie importante, la moitié des viols rapportés ont été commis lors de la première année d'études. C'est-à-dire que la première année, c'est la période charnière, c'est-à-dire le moment de la sortie du lycée, l'âge adulte, première année d'enseigne. Donc c'est des éléments où effectivement, ces chiffres-là, ils sont importants à avoir en tête. Pour vous donner un ordre d'idée, je m'étais amusé à faire un léger calcul rapide de simplification avec plein d'hypothèses hyper basiques, 5 ans d'études, 50% d'étudiantes. À l'échelle de l'université de Paris-Nanterre, pour vous donner un ordre d'idée, ça voudrait dire qu'on devrait avoir 180 signalements pour viol par an et 360 signalements d'agression sexuelle. Autant vous dire qu'on en est très loin. Mais si on reprend ces stats en prenant des hypothèses qu'on peut toutes contredire, ou qu'on peut discuter en tout cas, à la fin, en prenant ces chiffres-là, c'est ça, le nombre de signalements qu'on devrait avoir à l'université. Voilà. Alors, dans quel contexte ça se déroule? Souvent, ça arrive en soirée, en week-end, souvent hors du campus, c'est les situations de viol en particulier et d'agression sexuelle. Donc, là, je vous ai remis les stats. Il y a la question de la présence de l'alcool et de produits. Maintenant, ces chiffres-là, en fait, pourquoi je vous ai présenté ces chiffres notamment, c'est parce que nécessairement,
les enseignantes-chercheuses et chercheurs aussi, quand ça leur arrive, c'est pas forcément nécessairement dans un cadre uniquement professionnel, ça peut arriver dans le cadre autre. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je voulais arriver, c'est que la défenseure des droits a produit un rapport récemment où elle rappelait le fait que pour les chercheurs et chercheuses, enfin, pour les chercheuses en particulier, pour les femmes dans la recherche, les espaces de travail flous, j'ai parlé de ça, ça va être les congrès, les séminaires, les travaux de recherche sont toujours des situations compliquées. Des situations compliquées parce que c'est un espace extrêmement important professionnellement, le cadre de la discussion, de la prise de contact, du réseautage qui est hyper important dans un monde petit comme la recherche. C'est aussi un espace où il y a de l'alcool, il y a des échanges, il y a des discussions, c'est flou. Est-ce que c'est le cadre professionnel toujours? Est-ce que c'est le cadre personnel? Et du coup il y a ces situations-là où nécessairement apparaissent énormément de stratégies à la fois d'évitement, de mise à distance, une posture qui est toujours à prendre et qui fait que nécessairement ça peut poser question pour les chercheuses, ça peut être une complication pour les chercheuses et ça peut être aussi des situations qui mettent en difficulté le travail et le cadre professionnel ou qui est un frein potentiellement à l'évolution professionnelle des chercheuses. Donc ça, c'est pas du tout à ignorer. Donc comment maintenant on lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche? Effectivement, ça a été rappelé, la question, le triptyque sensibilisation, formation et puis réponse en fait par des cellules de signalement est important. Donc rapidement, que dit la loi? Je vous remets les textes et je pense que ça sera dans la présentation et je pense qu'on pourra vous l'envoyer si vous voulez aller plus dans le détail. Mais effectivement, en 2012, on a une documentation relative au harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et à la recherche. Après, il y a eu différentes évolutions. La partie la plus importante et qui fait qu'on a une cellule et qu'il y a la mission égalité qui existe à l'Université Paris-Nanterre, c'est la loi de 2019 qui oblige les établissements publics à mettre en place des dispositifs de signalement visant à recueillir les témoignages des agents et agentes ayant été victimes de violences. Donc ça, c'est l'obligation de l'ensemble des universités et des centres de recherche à en avoir. Alors, comment ça marche à l'université? La cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on a une adresse mail spécifique. On a aussi une adresse mail spécifique pour les discriminations, en général. C'est pour tout le monde, d'abord. Que vous soyez étudiant, étudiante, personnel de l'université, qui que ce soit, vous pouvez nous contacter. Les faits, ils n'ont pas besoin d'avoir eu lieu sur le campus ou dans un cadre professionnel. On prend tout type de signalement, notamment pour répondre à la question si la personne souhaite aller déposer plainte mais pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? Du coup, il y a un signalement à l'université qui peut être utilisé si c'est nécessaire. Pour les faits de harcèlement sur les réseaux sociaux, notamment, ça peut être pris en compte aussi, puisque c'est un espace flou assez compliqué. La question de la confidentialité est essentielle pour nous. Ça, là-dessus, c'est très clair qui reçoit le premier témoignage, ou en tout cas la première prise de contact. Et surtout, on ne prend pas contact avec quelqu'un. C'est-à-dire que on peut nous donner telle information, telle personne est arrivée, donc le témoignage est important, on prend le témoignage et ça fera partie du dossier et on peut avancer sur la base d'un témoignage, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être la personne directement victime pour venir faire un signalement. Par contre, on ne va pas contacter la victime, parce que mettez-vous dans la posture de la personne victime, bonjour, vous recevez un mail, cellule violence sexiste et sexuelle, bonjour, nous savons qu'il vous est arrivé quelque chose, est-ce que vous pourriez venir pour un rendez-vous, pour venir discuter de votre situation? C'est extrêmement violent. Ça aussi empêche la personne d'être actrice ou acteur de son signalement. Parce que tout d'un coup, on vient lui enlever cette possibilité-là. Donc c'est pas notre logique, et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Par contre, effectivement, on prend aussi tous les signalements sur la base de témoignages. Une personne m'a rapporté que, en tant qu'enseignante, les enseignants, c'est souvent ce qui arrive, les personnels aussi, c'est ce qui peut arriver. Donc tout ça, évidemment qu'on le prend. On m'a rapporté que, mais on gardera l'identité de côté. Par contre, en parallèle du respect de la confidentialité, dans l'évaluation des situations, il y a toujours la question de la neutralité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que certes, on n'est pas une instance juridique, mais on fait bien attention à ce que, effectivement, ce qui nous est rapporté, ça soit mis en perspective par rapport à est-ce que la personne, ça correspond, est-ce que les dates peuvent correspondre, est-ce que, par exemple, la personne qui est mise en cause, effectivement, est vraiment enseignante dans ce domaine-là, ou a vraiment eu l'étudiante, ou la doctorante, ou la personnelle sous sa responsabilité. Évidemment qu'on vient le questionner, et pour ça, on a une structuration qui fait que les personnes qui reçoivent
les signalements ne sont pas les seuls décisionnaires des procédures qui vont être mises en place par l'université. Ça, c'est primordial. Il y a une instance un peu plus large qui vient discuter de quelles procédures on met en place vis-à-vis de ce signalement-là, ce qui permet effectivement de remettre à niveau. Alors, comment fonctionne donc, le signalement, comme je vous disais, à l'adresse mail suivante. Pour l'instant, il n'y a que 4 personnes qui reçoivent le signalement et on est toutes tenues au secret professionnel pour l'assistante sociale et la médecin directrice du service médical de l'université, ou sinon on est tenu à la confidentialité par la signature d'un document pour ma collègue Guérande Merlan et moi-même. Ensuite, donc, on essaie de donner une réponse dans les 2 jours ouvrés. Alors actuellement, ça c'était il y a quelques années. Maintenant, on a beaucoup de signalements, donc on est un peu en train d'avoir un petit délai supplémentaire pour cette première réponse suite à l'envoi de mail. Et c'est pour ça qu'on a partiellement externalisé la partie de recevoir le témoignage et rédaction d'un rapport auprès d'un organisme extérieur qui s'appelle le groupe EGAE. Je vous laisserai vous renseigner sur le groupe EGAE, mais qui est spécialiste des questions de violences sexistes et sexuelles. Par contre, la partie première réception de mail et demande d'autorisation d'être transférée vers le groupe EGAE fait toujours partie de la mission égalité, et la personne peut toujours refuser, évidemment. Et en parallèle, de toute façon, la question de ce qui arrive après, c'est-à-dire la signature du compte-rendu, donc le compte-rendu correspond bien à ce que vous avez dit, correspond bien à ce que vous souhaitez qu'il apparaisse. Il n'y a pas de problème, on le met dans le document et ça sera votre document validé si vous signalez. Et la question de la confidentialité, donc de l'identité de la personne qui fait le signalement, mais aussi de la personne mise en cause, mais aussi des témoins qui sont cités, est aussi posée directement. Alors, donc évidemment à la disposition, on a des rappels au règlement, on fait des entretiens, donc ce qu'on appelle de cadrage ou de recadrage. On peut aussi mettre en place une enquête administrative, et puis après il y a des voies disciplinaires qui sont à plus long terme. Par exemple la section disciplinaire, qui est souveraine dans sa décision, donc qui laisse l'espace aussi pour la personne mise en cause d'apporter son témoignage et apporter son point de vue sur la situation. Et puis des mesures conservatoires qui peuvent être mises en place en attendant, notamment une interdiction de campus par exemple, ça peut arriver. Ou enfin, on peut faire un signalement au procureur de la République sur la base de l'article 40. Voilà. Alors, on fait appel à des associations et des structures spécialisées aussi pour rediriger, pour soit former, soit donner des conseils. Évidemment, dans tout ça, il ne faut pas oublier le fait que les discriminations peuvent apparaître et peuvent être un élément complémentaire en plus dans le cadre de la situation de harcèlement, avec notamment, par exemple, les propos qui vont être tenus peuvent être à la fois racistes et sexistes, peuvent être à la fois grossophobes ou en lien avec le handicap. Je vous rappelle qu'il y a 25 critères de discrimination, je vous invite à aller les consulter. Et enfin, du coup, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je voudrais simplement rajouter qu'effectivement, on peut avoir, on se pose toujours la question quel est le nombre de signalements qu'on peut avoir? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on arrive à informer suffisamment? On se pose toujours la question aussi de l'accusation. Effectivement, au moment où on a l'ensemble du dossier, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour aller plus loin? Et ça, c'est quelque chose de primordial aussi pour nous. Là-dessus, on insiste beaucoup, effectivement, malheureusement, sur le fait est-ce qu'on peut avoir des éléments complémentaires, est-ce qu'on peut rassembler des preuves, est-ce qu'on peut avoir des déclarations d'amis ou de personnes. Donc le faisceau d'indices, c'est vraiment une question qu'on pose régulièrement pour pouvoir compléter notre dossier et avoir un dossier plus important. Sur la question de la sensibilisation, vous allez recevoir un mail dans quelques jours pour les membres de l'Université Paris-Nanterre vous informant du mois de l'égalité et du programme qui va être mis en place. Le programme en question, il y a deux éléments qui peuvent nous intéresser en lien directement avec ces sujets. Il y a une conférence le 5 mars organisée donc, à la fois par Emmanuel Leclerc et où Violaine de Philippi-Sabat va intervenir aussi sur les VSS, quelle prise en charge. Donc ça sera au Weber de 18h à 20h. Le 13 mars, nous aurons aussi la projection d'un film aussi étudiante en terrain miné, avec notamment Agnès Bécombe et Le Clash. Donc Agnès Bécombe, c'est l'autrice qui a été citée tout à l'heure sur, j'ai oublié le titre du livre, mais c'est le livre sur, comment l'université broie les chercheurs et chercheuses, voilà, les jeunes chercheurs et chercheuses. Et donc voilà, et après sur la formation, on compte sur vous, hein. C'est-à-dire que la formation, en fait, on en construit, elles vont être volontaires, mais nous aussi on aimerait bien les rendre obligatoires, mais pour cela il faut que ça soit décidé en instance ou au niveau du ministère. Actuellement, je n'ai pas de levier vis-à-vis du ministère directement, donc du coup dans les instances de l'Université Paris-Nanterre.
Voilà. Et enfin, au niveau disciplinaire, comme je vous ai dit, la décision elle peut être prise en section disciplinaire qui est souveraine, qui n'est pas la décision de la présidence de l'université, c'est une décision souveraine. S'il y a une procédure d'appel qui est au CNESER, alors je vous invite à aller regarder les décisions du CNESER, c'est pas joli. Et puis après, il y a le Conseil d'État, si vraiment le CNESER n'a pas une réponse satisfaisante. Le Conseil d'État a très régulièrement contredit les décisions du CNESER ces dernières années. Voilà, donc j'étais un peu plus long que ce que je voulais, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup.